Et ce générique m'avait vraiment manqué. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette nouvelle version Non se dit tout, une version raccourcie de 30 minutes, mais on va dire plus régulière. Et à l'ère de la Covid, donc avec des invités, pas sur le plateau, mais en Skype. Merci en tout cas à vous pour votre confiance et votre fidélité à Média TV. Média TV Afrique. Et on va parler, on va dire, d'une problématique qui concerne beaucoup de familles actuellement. Que l'on soit au Maroc, que l'on soit au Sénégal, que l'on soit en Côte d'Ivoire, au Gabon, en France, en Espagne, partout dans le monde, nos enfants ont fait une rentrée scolaire vraiment particulière, ce qui a rajouté un stress sur les familles. Stress, alors justement, dans On se dit tout, on lutte contre ça. L'idée n'est pas vraiment de revenir sur ce bras de fer avec l'école, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, mais on y est dans ce distanciel. Alors, comment s'en sortir? C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Et pour cela, je reçois deux spécialistes. Madame Tissem Benjeloun, qui est psychologue. Bonjour Tissem, c'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour Yasmine, nous aussi ça nous fait plaisir de te revoir, ça faisait longtemps. Plaisir partagé, merci infiniment. Et Monsieur Zakaria Rachdi, spécialiste en pédagogie. Bonjour Monsieur Rachdi, tout va bien? Bonjour, merci, bonjour. Vous êtes dans une salle de classe? Le décor est bien planté avec vous. Ah non, c'est mon bureau Okay. dans lequel je fais de la formation. Oui. Ok. Ben, en tout cas, merci beaucoup. On y va pour ce sujet. On va parler de distanciel. Comment faire en sorte que les familles s'en sortent du mieux possible, avec le moins de stress possible. Je vous pose d'abord cette question, Tissem Benjeloun. Est-ce qu'on en fait trop en tant que parents? Est-ce qu'on a trop envie de protéger nos enfants par rapport à cette histoire de distanciel présentiel Covid? Ça dépend ce qu'on appelle par en faire trop. Est-ce qu'on stresse trop? Les parents stressent beaucoup. Les parents reprochent beaucoup à l'école l'approche. Alors que personne ne détient la solution en réalité. Tout le monde tâtonne. Le monde entier tâtonne face à la Covid. Donc nous, en tant que parents, est-ce qu'on en fait trop? Et est-ce qu'on ne laisse pas aussi nos enfants profiter de cette expérience de la vie qui est venue à nous pour justement, sortir à notre apprentissage? Est-ce qu'on les protège trop? En fait, il ne faut pas oublier que cet apprentissage, il dure depuis plusieurs mois. Les parents sont passés par plusieurs états. Lorsque c'était le début du confinement, on a tous accepté, les parents ont tous accepté. Ils ont même pris ça positivement. Ils se sont même dit, tiens, ça va pouvoir apprendre à nos enfants plusieurs choses qu'ils ne connaissaient pas, comme la résilience, la patience, le lâcher prise. On était tous heureux. Mais le problème, c'est que là aujourd'hui, comme vous dites, aujourd'hui il y a un peu plus de colère, ils sont un peu moins partants pour cette collaboration. C'est que cette collaboration, elle a un petit peu trop duré, et puis elle se fait sans une collaboration. Ça doit se faire main dans la main et en prenant en compte les différents acteurs du système. Aujourd'hui, les parents sont inquiets pour leurs enfants parce que ça fait très longtemps qu'ils sont en confinement et c'est un vrai danger psychique pour leurs enfants d'être autant séparés entre camarades et de ne pas pouvoir se voir les professeurs. Une rentrée qui ne se fait pas et qu'ils sont prévenus à la dernière minute, c'est quand même un choc et qu'il faut qu'ils gèrent avec leurs enfants. Donc c'est tout un état émotionnel qu'il faut prendre en compte et c'est normal. Alors, c'est de ça dont je voulais parler avec vous, justement. Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce que vous, les spécialistes, vous n'en faites pas trop non plus à qualifier cela de choc et d'angoisse pour les enfants? On va remettre les choses dans leur contexte. C'est vrai que nous sommes face à une pandémie. C'est vrai que nous vivons cette situation tellement particulière pour les adultes et les plus jeunes depuis le mois de mars. Donc, ça fait pratiquement 7 mois. Mais cela dit, il faut comparé avec des périodes plus dramatiques, des guerres mondiales, des années où les enfants n'ont pas mis les pieds à l'école. C'est à partir de là où je dis, est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce que finalement, quelques mois perturbés dans leur rythme habituel, on surprotège nos enfants? D'autres générations sont passées par pire, en fait. Oui, bien sûr, il y a eu pire et il y aura encore pire, j'imagine. Il y a toujours plus pire, mais le tout c'est tout à une question de comment préparer les enfants. Ils n'étaient absolument pas préparés. Maintenant, est-ce que nous, les spécialistes ou nous, les parents, on exagère? En fait, il ne faut pas perdre de vue que c'est la colère. En fait, c'est juste de la colère parce qu'on n'est pas
pris on n'est pas prévenu. Les enfants, on les prévient à 8 h du soir, un dimanche, alors qu'ils sont hyper pressés de rentrer le matin à l'école. Vous prenez le cas de Casa, mais Casa, c'est pas tout le Maroc, bien sûr. Ça, c'est Casablanca, oui. Absolument. Oui. Effectivement. Alors après, il y a eu des rentrées qui se sont faites graduellement, qui se sont faites différemment. Mais maintenant, cette école à distance qui se fait actuellement à Casab, dans d'autres villes, elle ne se fait pas, ils vont en cours. Mais en tout cas, pour cette école à distance, oui, il y a quand même ce qu'on appelle, nous, danger psychique, parce qu'il y a quand même des études qui ont été faites par la SMPPA, par les groupes de pédiatres et de pédopsychiatres, et qui ont montré pendant ces 6 mois que ils ont eu beaucoup plus de consultations et pour décrochage scolaire, des enfants qui ont refusé de suivre les cours à distance, les enfants qui ont commencé à angoisser, qui ont commencé à faire des cauchemars, des troubles alimentaires. C'est concret, c'est pas oui, imaginaire. C'est concret, d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un environnement à la maison qui favorise ça? Je vais vous poser directement la question dans quelques instants. On va avoir avec nous aussi Monsieur Zakaria Rachdi. Vous en pensez quoi de ce que dit Madame Btissam Benjeloun, Monsieur Rachdi? Est-ce que pour vous, c'est un véritable danger psychique? Donc vous travaillez beaucoup avec les enfants, vous êtes directeur pédagogique, donc la pédagogie, c'est votre spécialité. Est-ce que les enfants sont vraiment perturbés? Alors, moi, je suis un éternel optimiste, peut-être, mais vraiment, je pense que c'est pas une histoire de trop en faire, parce qu'effectivement, tout le monde peut s'inquiéter de toute situation. Une situation anxiogène, elle peut l'être surtout parce que la personne qui la vit, c'est ce qu'elle ressent. Maintenant, moi, je crois qu'il y a une grande capacité d'adaptation de l'être humain, et surtout des enfants, qui sont en train finalement de vivre malgré eux quelque chose qui est complètement inédit, mais en même temps je suis confiant dans l'avenir, tout simplement parce que le monde de demain, c'est aussi eux qui vont le construire, et le monde de demain, il sera aussi avec peut-être des nouveautés au niveau technologique et pédagogique. Donc je suis un peu moins alarmiste que la moyenne, j'ai envie de dire, mais je pense vraiment qu'il y a des situations bien pires, l'histoire nous en a montré, et dans lesquelles justement l'être humain a quand même réussi à sortir et l'humanisme doit faire sa place. Alors, comment se passe cette rentrée scolaire 2020, justement? Jusque-là, nous sommes le 28 septembre, je pense, 28 ou 29, je n'ai pas la date exacte en tête, mais voilà, comment ça se passe? Alors, c'est très compliqué sur Casa, ça c'est clair, dans le sens, et je rejoins notre psychologue par rapport à ce point-là, c'est d'être prévenu à la dernière minute. Nous, effectivement, dans notre établissement, on a eu la chance qu'on avait anticipé le distanciel. On s'attendait vraiment à ce que le système à distance soit prioritaire. Mais les parents, les premiers qui devaient s'organiser pour la rentrée avec les établissements, ils ont été prévenus à la dernière minute. C'est-à-dire que cette annonce que tout le monde allait reprendre majoritairement à distance, c'était la chose la plus sûre, j'ai envie de dire, à annoncer pour que les gens puissent se préparer et psychiquement et mentalement et aussi au terme organisationnel, parce que les enfants, eux, ceux qui étaient prêts en tout cas à Casa à rentrer la veille, le lendemain se sont retrouvés à ne pas pouvoir rentrer. En tout cas, ce qu'ont vécu les enfants à Casa, au Maroc, c'est aussi des situations que vivent d'autres enfants partout dans le monde et notamment dans les autres villes du Maroc, peut-être ponctuellement, quand il y a un cas qui est déclaré dans un établissement scolaire, l'établissement ferme du jour au lendemain, voilà. Mais ça, c'est la situation Covid. Alors justement, la vie est ce qu'elle est. On va dire les choses vraiment de façon très simple. La situation est ce qu'elle est. On ne peut pas se battre contre ce virus. On attend un vaccin. D'ici là, il faut gérer. Alors pour gérer, l'école, eh bien, on le sait, majoritairement à distance, avec cette histoire de distanciel présentiel. Alors, Monsieur Rachdi, vous attendez quoi des parents? Vous attendez quoi de nous? Est-ce que vous voulez qu'on fasse l'école à la maison, nous, parents? Surtout pas. Surtout pas. Je crois que vraiment, s'il y a un message qui doit passer dans la tête des parents aujourd'hui, c'est qu'il faut laisser à l'école sa mission de l'école. Au contraire, je crois que ces événements doivent nous permettre à chacun de retrouver vraiment son rôle et sa place, parce que moi, je ne fais pas de différence entre un rôle du parent en présentiel et un rôle du parent en distanciel. Il doit y avoir à tous les moments
un échange, une communication active, raisonnable. Après, c'est plus difficile effectivement quand on est à distance parce qu'il y a surtout des attentes qui sont différentes. Qu'est-ce qu'on attend de l'école? Qu'est-ce qu'un parent attend vraiment de l'école? Bien souvent, on s'aperçoit aussi un petit peu que le parent doit se remettre en question parce que là où il laissait son enfant le matin et le récupérer le soir en supervisant de loin, ben, il s'aperçoit que peut-être qu'il faut qu'il ait un petit regard, un petit accompagnement. Et ça, je peux vous assurer qu'on a le petit regard et le petit accompagnement, même quand on les récupère en fin de journée. Hein. Même en temps normal, le petit regard et le petit accompagnement avec les devoirs scolaires, on va dire, c'était le lot de beaucoup de parents. Mais là, c'est différent parce qu'on se dit, est-ce qu'il faut vraiment les accompagner? Aujourd'hui, on parle même d'un système qui est en train de se mettre en place en parallèle, des cours de soutien, etc., pour venir pallier. Est-ce que l'enseignement est abordé de la même manière que hors pandémie? Alors, moi, je vais du point de vue du pédagogue que vous êtes, bien sûr. Voilà. Et effectivement, moi, je vais prendre des points très précis. Tout d'abord, il faut se dire que l'enseignement à distance, ça ne vient pas de naître avec le Covid. Il y a des institutions qui pratiquent ça depuis des dizaines d'années et je vais même reprendre un point qui a souvent fait débat, c'est sur la visioconférence. Les plus grands instituts qui ont mis en place les systèmes à distance, ils ont mis 0 visioconférence. Aujourd'hui, aucune étude scientifique ne peut garantir qu'une visioconférence serait l'équivalent d'un cours en présentiel. Il faut remettre ça à sa place parce qu'on a tendance aussi, du côté des parents, à croire que c'est le nombre de visioconférences qui permet de garantir, j'ai envie de dire, une quelconque efficacité pédagogique. La pédagogie, c'est pas ça. La pédagogie, c'est une approche. On va en parler dans un moment, si vous permettez. Je vous pose la question, Ibtissam Benjeloun, vous qui êtes psychologue, justement, par rapport à l'accompagnement des enfants. Pendant cette période, beaucoup de spécialistes insistent sur l'importance de mettre un cadre à la maison. Habituellement, les cadres sont physiquement séparés. L'école, c'est physiquement séparé du foyer familial de la maison. Aujourd'hui, les lignes sont floues, il n'y a pas de limite entre les deux. Donc, comment nous, parents, nous pouvons nous en sortir et instaurer un cadre, sachant que beaucoup d'entre nous ne passent pas la journée à la maison, beaucoup d'entre nous travaillent à l'extérieur. Donc, comment on peut s'en sortir, justement? Comment établir ce cadre, responsabiliser nos enfants et tout ça, mais tout ça en très peu de temps, parce qu'on est dedans, en fait. Alors, vous venez de dire le mot responsabiliser. En fait, je rejoins tout à fait notre directeur pédagogique qui est avec nous. Cette crise, elle permet quelque chose d'extrêmement positif, qui est l'accès à l'autonomie de l'enfant. L'enfant, grâce à cette crise-là, est en train de devenir de plus en plus autonome, de plus en plus responsable, parce qu'il est de plus en plus livré à lui-même, ce qui n'était pas forcément le cas quand il est en classe, parce qu'il y a la prof, il y a les élèves, etc. Donc là, il n'a pas vraiment le choix, il faut qu'il s'organise tout seul. Maintenant, il y a plusieurs conseils qu'on pourrait donner aux parents pour les aider à mettre en place ce travail en distanciel dans le calme et la sérénité, à savoir que, première chose, je pense que le directeur pédagogique sera totalement d'accord avec moi, c'est organiser un espace isolé. Il ne faut vraiment pas que tous les enfants travaillent dans le même espace, dans le salon, alors que la télé est allumée et que maman est en train ou quelqu'un est en train de faire la cuisine. Non, il faut vraiment organiser un bureau avec une horloge, une espèce d'alarme pour qu'il sache qu'il a tant de temps pour terminer son travail, mettre en place un planning, déjà discuter avec lui au préalable, avec l'enfant accroché, comme ça il sait qu'à telle heure, parce qu'à 10h, il y a la montre qui va sonner, qui va lui dire, voilà, il est 10h, c'est le temps de passer aux mathématiques ou il est le temps de passer à comment on peut savoir, nous, Ibtissam, désolé de vous interrompre, mais comment nous, parents, nous pouvons savoir combien de temps allouer à chaque matière, à chaque activité scolaire? Voilà, on est. Par exemple, autant je veux pas frustrer les parents ni les angoisser. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer d'apprendre au maximum de cette pandémie et de s'adapter parce qu'il faut s'adapter. Mais en même temps, ça nous demande des compétences que nous n'avons pas forcément en tant que parents. Mais il ne faut pas oublier que l'école, elle est complètement actrice de cette situation. L'école envoie un planning avec ce qui va être étudié dans la semaine et dans la journée. Ils disent, dans le planning, il est dit qu'il va y avoir Histoire Géo, qu'il faut qu'il fasse tel devoir de telle heure à telle heure pendant la matinée, qu'il faut qu'il fasse un certain nombre de choses. L'idéal, ce serait de pouvoir discuter avec l'enfant au préalable et de dire combien de temps tu penses qu'il te faut pour faire ci, combien de temps il te faut pour faire ça. Les parents auront travaillé avec leurs enfants avant et ils
ils savent dans quel temps en général ils se trouvent pour terminer une tâche. Ils peuvent s'exercer avec eux un week-end et voir combien de temps l'enfant a besoin pour faire telle tâche, telle tâche. Et après, une fois qu'ils se sont mis d'accord sur le temps alloué à chaque tâche, ben ça y est, il y a un planning et même le prof le donne. Et là, l'enfant doit le respecter on l'aide avec une horloge où ça sonne à chaque moment où il doit changer d'activité. Et puis, autre chose que je voulais ajouter, nous, les parents, on est au travail, mais ça n'empêche qu'on peut rester en contact avec nos enfants et on peut faire un point téléphonique tous les 1h30 ou tous les 2 heures pour voir où ils en sont arrivés, pour ne pas les laisser livrer à eux-mêmes non plus. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une autonomie qui est en train de s'apprendre. On ne va pas leur demander le tout d'un coup, c'est par palier. Donc, on va les mettre dans un exercice progressif et il ne faut pas les mettre en échec. Donc, il faut les appeler au début peut-être toutes les heures, après toutes les 1h30, après tous les 2 heures. Et après, on peut les laisser toute une demi-journée, voire une journée ensemble, tout seul, sans avoir besoin de nous. Mais ça, c'est progressif. Mais comme disait le directeur pédagogique avec nous, désolée, je n'ai pas retenu son nom, mais c'est quelque chose qui va se faire progressivement. On n'est pas là pour remplacer l'école. L'école fait son travail, ils le font très bien. Ils envoient énormément d'outils d'aide aux parents pour pouvoir le faire et ça peut se passer correctement. Maintenant, je rejoins ta première question, c'est qu'il faut qu'on soit nous-mêmes calmes et nous-mêmes pas irrités et pas stressés. On n'est pas là pour être les profs, donc déjà, il faut qu'on se détende par rapport à ça. Si vraiment on est en difficulté avec notre enfant, il ne faut pas hésiter à passer la main et dire « je n'y arrive pas, on change de moment, ou va chez ton père, ou va chez ta tante, quelqu'un pour t'aider parce que là, moi, je suis à bout, je suis fatiguée. » Si vraiment on n'y arrive pas, on peut laisser tomber et dire au professeur le lendemain « ben on n'y est pas arrivé, c'est pas grave, on n'est pas là pour être le professeur. » Et il faut travailler avec vos enfants que lorsque vous sentez que vous êtes calme et vraiment en mesure d'être dans une relation apaisée. Si on sent qu'on est stressé, ne rien faire du tout, c'est mieux que de faire de cette façon-là. Absolument. En tout cas, c'est rassurant ce que vous dites. Monsieur Rachdi, vous pensez quoi de la proposition de Mme Tissem Benjeloun pour organiser cet emploi du temps ? Alors, j'adhère à 200%. Ça fait très plaisir d'avoir justement des idées qui convergent avec notre psychologue, dans le sens où c'est capital, et je vais même rajouter une dimension qui peut être intéressante. Plutôt que de faire n'importe quoi, il vaut mieux faire autre chose. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il vaut mieux jouer, et avec l'idée forte en tant que parent qui est modèle, un parent qui veut éduquer, il faut jouer pour poser un cadre. C'est-à-dire que apprendre à jouer avec ses enfants, c'est aussi apprendre à respecter des règles, et ces règles vont lui permettre de poser un cadre qui sera, lui, favorable justement au fait qu'on pourra lui faire confiance par la suite, parce qu'on lui a donné un degré d'autonomie, et lui, s'il sait qu'effectivement, à telle heure, il doit s'arrêter ou changer d'activité, ou faire, quand il a fini, envoyer un petit message à papa ou à maman, pour s'assurer que son travail est fait et qu'il peut aller jouer ou aller se divertir, on a justement une relation de bivalence là, qui est intéressante, sur laquelle on peut construire beaucoup de confiance et beaucoup de choses positives dans une nouvelle relation, j'ai envie de dire, qui est beaucoup moins stressante que la relation habituelle de l'apprentissage. Alors justement, est-ce que vous l'avez dit tout à l'heure, l'idée pour les parents n'est pas de devenir les profs à la maison, mais en même temps, quand on bosse toute la journée et qu'on rentre le soir, on est forcément fatigué. Donc, est-ce qu'on laisse tomber la révision du soir ? On accompagne pendant la journée, éventuellement à distance, mais la compréhension des leçons, la compréhension théorique, on laisse l'enfant se débrouiller avec son instituteur ? Vous en pensez quoi, monsieur Rachdi ? Oui, moi je vais être encore une fois très matériel et pratique. Les 5 années du primaire, du CP au CM2, si on globalise au niveau des cycles d'apprentissage, peuvent se réduire en équivalent temps à 2 années de scolarité à temps complet. Donc dites-vous bien que les programmes sont faits d'une manière à ce qu'il y ait un temps qui permette suffisamment de revoir les choses pour que si on mettait toutes les notions bout à bout qui sont prévues au programme, en 2 années, on ferait le cycle des 5 années. Donc, à mon sens, ça devrait rassurer tout le monde de se dire que même à l'école en présentiel, on prend le temps. Les révisions du soir, ce sont les parents qui les imposent, j'ai presque envie de dire, pour se rassurer que l'enfant apprend quelque chose à l'école. Mais de nature même de l'enseignement aujourd'hui, dans ce qu'on appelle l'enseignement spiralaire, on revoit les choses de manière à aller de plus en plus de manière approfondie dans chaque notion. Donc il n'est pas urgentissime que chaque soir on fasse un rituel qui soit astreignant.
il faudrait que ça soit un rituel qui soit plaisant. Bien souvent, je vous dis, il faut déjà faire apprendre aux élèves ce que j'appelle les bases de la métacognition, et ça, on peut le construire avec les parents. C'est qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as appris. Et ces deux questions-là, quand elles sont menées aussi par les parents, on va créer dans le cerveau de l'enfant un esprit que, oui, il y a forcément des choses que j'ai apprises, même si je suis à la maison. Il y a du faire, de l'activité, mais il y a aussi du métacognitif, du qu'est-ce que j'ai appris. Du cognitif, là, c'est important. Et ça peut être quelque chose de co-construit par les parents et les enseignants, mais tout en restant sous la tutelle, la supervision, j'ai envie de dire, le cadre que posent les enseignants. Alors justement, par rapport à ce cadre, une question, on va dire, pour vous, Ibtissam Benjeloun. Vous l'avez dit, donc un rythme, il faut poser un rythme à la maison, mais il y a aussi une question, on va dire, d'organisation également. Est-ce qu'il faut habituer l'enfant à se réveiller à la même heure d'école, petit déjeuner bien sûr, s'habiller comme s'il allait à l'école, ou bien traîner en pyjama et faire ses devoirs à distance on peut se permettre, comme beaucoup font pour le télétravail, les adultes d'ailleurs. Parce que finalement, quand les parents aussi se retrouvent à la maison en télétravail, chaussette, ordinateur et les enfants à côté, ce n'est pas une ambiance propice à la concentration. Ah ben non. Ben là aussi, je pense qu'on va être aligné, moi et avec le monsieur directeur pédagogique. Non, on doit, comme je disais tout à l'heure, organiser un espace travail, mais aussi tout un contexte travail. Donc, évidemment, pas de pyjama. Merci d'avoir posé la question parce que c'est une des premières choses qu'il fallait dire. Évidemment, il faut qu'on se réveille à la même heure, à l'heure de l'école, qu'on prenne le petit déjeuner à l'heure normale, qu'on aille au bureau comme si on allait à l'école. Il faut que le bureau soit organisé comme un bureau de classe. Il faut qu'on soit habillé et qu'on déjeune à la même heure, qu'on dorme à la même heure. Allez, moyennant une petite variation d'une demi-heure, voire maximum d'une heure, mais pas beaucoup plus. Vraiment leur faire gagner peut-être le temps de trajet habituel, mais pas beaucoup plus. Non, il faut vraiment que ce soit un contexte normal, de travail normal. Donc, ça commence aussi par les adultes. Maintenant, Yasmine, je voulais juste rebondir sur ce que disait notre directeur pédagogique. N'oublions pas que les enfants ne sont pas là pendant l'année, qu'elle soit Covid ou pas Covid, distancielle ou pas. N'oublions pas qu'ils ne sont pas là que pour apprendre les apprentissages scolaires et cognitifs. Il y a énormément d'apprentissages qui peuvent s'ajouter au cognitif, à savoir tout ce qu'il est en train d'apprendre grâce à cette situation. Il est en train d'apprendre quelque chose qu'il n'aurait probablement pas appris aussi bien et aussi vite, l'enfant, et même les grands, c'est-à-dire la résilience, la patience, l'autonomie, la responsabilité, le lâcher-prise. Combien de patients, moi je reçois adultes au cabinet qui ont vraiment du mal à lâcher prise et qui ont vraiment du mal à ne pas maîtriser les choses. Et bien grâce à cet état Covid, à cette crise, on est en train d'apprendre qu'on doit apprendre à lâcher prise et qu'on doit apprendre on ne peut pas tout maîtriser. Et par contre, si vous voulez bien, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur la socialisation de l'enfant. Est-ce que c'est possible que j'en parle 2 minutes ? Alors, on consacrera un autre épisode à cela parce que c'est important. On arrive à la fin de notre rendez-vous et justement, je voudrais conclure sur un point qui est important. Je sais qu'aujourd'hui, on consacre le rendez-vous aux familles, mais il y a aussi des partenaires qui sont très importants. Ce sont bien sûr les instituteurs et qui vivent aussi une période qui est compliquée et complexe. Et justement, le 5 octobre prochain, ça sera célébré sous l'égide de l'UNESCO, la Journée mondiale de l'enseignant, sous le thème cette année « Enseignant, leader en temps de crise et façonneur d'avenir ». Un petit mot pour vous, Monsieur Rachdi, par rapport à cet événement. Alors oui, j'aime bien cette idée de façonneur d'avenir, parce que le monde qu'on est en train de construire, c'est vraiment basé... un petit peu, Monsieur Rachdi, je pense que c'est très intéressant ce que vous nous dites, mais on ne vous entend pas très bien. Allez-y. Alors, je disais, oui, je pense que vraiment la notion d'avenir, elle est capitale, parce qu'effectivement, l'avenir se construira non seulement avec les enfants qui deviendront nos citoyens demain, mais aussi grâce aux enseignants et le cadre qu'on va leur donner pour pouvoir se construire. Donc, je crois qu'il y a quand même une chose, et là, on l'a senti dans cette situation de Covid et d'isolement, qui nous a donné envie de revivre la socialisation qu'offre l'école. Et je crois que ça, c'est capital aussi. Et s'il y a un tout petit avantage que peut donner le système des visioconférences aujourd'hui, c'est de recréer
des conditions d'interaction entre les élèves qui vont leur permettre de se rappeler que être un être humain, c'est être avec les autres et construire le monde de demain. Bien, merci infiniment pour ce mot de la fin, Monsieur Zakaria Rajdi, spécialiste en pédagogie. Tissam Benjeloun, psychologue, merci à tous les deux d'avoir été avec moi en direct sur Médien TV pour cette première d'On se dit tout. C'est un plaisir pour moi de retrouver les téléspectateurs. Demain, même heure sur Médien TV Maghreb pour On se dit tout. La suite des programmes, tout de suite.